Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les 2 dernières vidéos, les 10 raisons pour lesquelles c'est une énorme erreur d'acheter Bitcoin, et le lendemain, les 10 raisons pour lesquelles c'est une formidable opportunité d'acheter Bitcoin. Vous avez compris cette grande polarité, avec des arguments qui semblent tout à fait pertinents, que ce soit du côté bull ou du côté bear. Votre choix est fait très probablement, donc renforcez vos billets et attendez bien vos confirmations avant de vous positionner, quel que soit le sens que prendra le marché. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, bien évidemment. On va parler des flux, notamment sur des logiques de décorrélation. On va parler d'une alerte du côté du gaming, non pas vis-à-vis du Web3, même si cette entreprise française est très impliquée dans ces ruptures technologiques et dans ces technologies blockchain. Et on parlera également des concepts de range. Pourquoi ? Parce qu'on l'a fait sur le Discord tout au long de la semaine, et puis j'aimerais vous le proposer et vous inviter d'ailleurs à le rejoindre si vous souhaitez avoir ces informations-là avant les vidéos YouTube. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise personnellement depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés traditionnels ou les cryptoactifs, sachant que je suis très pondéré du côté des cryptoactifs, et croyez-le ou non, mais ce sera très probablement pas différent. Donc, cette stratégie prend tout son sens. Vous pouvez bien sûr la télécharger gratuitement. Et si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin, nous avons mis en place, grâce aux académiciens, les meilleurs de l'académie de 2023-2024 qui sont offerts par nos partenaires. Vous trouverez juste ici, en fait, tout le contenu de la formation. Pour y accéder à rien de plus simple, vous avez dans le lien, la description, je veux recevoir ma formation gratuite. Vous avez un petit Google Form à remplir. Il faut tout simplement s'inscrire sur l'un des partenaires, BitGet, Swissborg ou DYDX, vous choisissez et vous avez 3 petites questions à répondre et c'est envoyé tous les 24 heures. Et aujourd'hui, c'est tous les nouveaux Swissborgers qui recevront leur formation offerte. C'est plus de 20 heures de masterclass. On va parler Bitcoin. On commence d'ores et déjà par rapport à ces concepts de range. Après, on rentrera un peu plus dans le détail si vous le souhaitez, même si ça fait pas grand-chose actuellement sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Bon, on a un concept de modèle qui se répète régulièrement, l'idée des 20-80. Donc c'est universel, ça marche à peu près partout, sur toutes les strates, que ce soit de l'économie, le commerce, la philosophie, tout ce que vous voulez, les pensées, l'éducation, peu importe, 20-80. Et on sait que dans le trading, ou en tout cas on constate finalement que cette idée ou cette règle autoréalisatrice se produit très bien sur les marchés financiers, et on le dit comme suit, 80% du temps nous sommes en range, 20% du temps nous sommes en tendance. Et si on reprend, et on peut s'amuser à le faire depuis la nuit des temps, n'importe quel actif financier, vous pouvez le récupérer, et je l'ai travaillé, moi, en daily, donc 80% en range, 20% en tendance, 80% en range, 20% en tendance, avec des ruptures, et des gaps de rupture d'ailleurs, qui s'est positionné aux alentours des 17 000 $. 80% en range, 20% en tendance. 80% en range, petit range ici, 20% en tendance, avec une tendance très violente, très volatile, notamment via les ETF au comptant Bitcoin. Donc on ne connaît jamais, et on ne time jamais à la fois les ranges et les tendances. Et on ne peut malheureusement jamais anticiper les augmentations ou les baisses en termes d'amplitude de mouvement. Mais on sait à peu près que ça tente de se reproduire, et on a tenté, sur le Discord, de pouvoir le timer. En tout cas, de timer la résolution, non pas de ce tout petit range, ou de ces petits ranges, mais de cet énorme range. Et ça, je vous l'ai mis directement sur le Discord des rois du marché, ici. On sait qu'on est 80, je vais vous le grossir énormément. On sait qu'on est 80% en range, 20% en tendance. On sait qu'on est en 80% en range et potentiellement 20% en tendance. J'avais mis en place une forme de temporalité que vous pouvez partager ou ne pas partager, mais autant s'appuyer dessus. Si on part du principe que ce concept va se répéter et qu'on a un terminal rate par rapport à un ATH potentiel, en suivant la fractalité de la temporalité, aux alentours de octobre-novembre 2025, il semblerait qu'on ait une résolution au plus tard fin décembre, début janvier 2024. Décembre 2024, début janvier 2025. On devrait, logiquement, avoir cette résolution à ce moment-là. On pourrait même l'avoir en novembre, soit dit en passant, mais partons du principe que c'est le plus éloigné si on prend ce concept de range. Et j'ai essayé, en fait, de vous le schématiser. Peut-être essayer de renforcer via quelques billets. Et je vais vous les présenter comme suit. Ici, on a une magnifique trend. On vient chercher une prise de liquidité. On a une target court terme, vous l'avez dans les vidéos de lundi et de mardi, aux alentours des 42 000, 43 000 $. Ça me fait toujours sourire parce que
Lorsqu'on est à 60 000, 67 000, et j'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là, on parlait des 40 000, on parlait des 50 000, oui, bon, nous on parlait des 51 000, premier arrêt par rapport à des zones. Ces objectifs de cours ne sont pas des certitudes, ces objectifs de cours sont naturellement des points d'intérêt, que ce soit pour du retail ou de la smart money. Donc on va les utiliser, et on va donc se porter contrepartie. Vous avez déjà un point de contrepartie, c'était 51 000, 52 000 $ par rapport au premier arrêt, on l'a vu ensemble, tant que celui-ci tient, l'objectif c'est de faire un nouveau plus haut. Par du principe en fonction des éléments que j'ai sous les yeux par rapport à une dynamique de flux très court terme, sur des flux baissiers, sur des petits time frames, l'objectif des 42 000 $ est complètement atteignable. Et j'agirai sur ce prix-là. Ni avant, ni pendant. Sur ou sous les 42 000, 43 000 $. Pourquoi ? Parce qu'on passerait en discount. Vous avez bien compris ça. Donc on a essayé de le scénariser, si vous voulez, pas le fractaliser, mais plutôt le scénariser. Prise de liquidité, puis on irait chercher les fameux 90 000 $ avant la fin de l'année. C'est quelque chose que je vous avais aussi témoigné. Donc ça reste dans un environnement très bullish, bien évidemment. Le pullback. Là où un test du V-bottom, retour sur les 618, bear trap, la majorité sera très probablement baissière, et en tout cas c'est ce qu'on aimerait observer via différents sondages, par exemple, qu'on pourrait faire au sein de la communauté, puis une magnifique expansion pour aller chercher octobre-novembre 2025 aux alentours des 230 000 $. Voici l'objectif. Et il faut savoir que plus le range est long, plus la contraction et la consolidation est longue, et plus l'expansion est violente. Très important de bien le situer. Plus c'est long, plus l'expansion sera donc violente. Et c'est clairement ce qu'on joue, et c'est clairement, personnellement, ce que je joue. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin même. Ensuite, par rapport à nos petits, parce que on aime bien les petits biseaux, on aime bien les ranges, on aime bien les trends, parce qu'on joue des trends dans des ranges, sur des trades. Donc c'est un petit peu l'idée, et on voit bien que ça fonctionne plutôt pas mal, se dit en passant. Petit pullback ici, on travaille, on vient chercher le haut, et on tente d'aller faire une déviation, et on vient combler d'ailleurs la bougie de lundi. Faites attention, on a d'ailleurs aussi aujourd'hui des informations importantes par rapport au calendrier économique, et je vais essayer de vous donner ma représentation par rapport à ce calendrier économique que nous attendons sur les prochains jours, peut-être prochaines semaines, et je vais vous dire ce qu'il faut regarder principalement. J'ai presque envie de dire, pour essayer de gagner du temps, uniquement. Toujours pareil, hein, c'est très important, vous allez voir d'un point de vue philosophique ou psychologique, c'est complètement du bon sens. Donc on est parti chercher la bougie de lundi, du 9 septembre, si on a une réintégration, l'objectif c'est d'aller chercher le lot de la bougie, et ici on a des magnifiques petits déséquilibres de marché, et je vais essayer de me positionner si on revient aux alentours des je sais plus trop quoi, soit dit en passant. On va la regarder. Allez, où cette bougie-là ? Aux alentours de, voilà, 54 600 $. Je pense que c'est un bon play. Et vous savez, chez les ronds, on achète des trendlines baissières. Et vous avez dans ce para-range, je me souviens de ce canal descendant ici, biseau descendant, une magnifique trendline sur laquelle je pourrais me positionner si j'ai quelques confirmations, notamment sur des divergences, sur des plus petites time frames vis-à-vis de ce petit range. Donc on tente d'aller chercher une borne haute par rapport à cette rupture, même si on est d'un point de vue plutôt long terme dans un bas de range, et c'est plutôt intéressant d'acheter ici. Donc on ne vend pas là-dedans, c'est très très important, c'est très difficile. Je sais que certains le font, mais ça reste relativement compliqué, puisque vous êtes la contrepartie de ceux qui vont très probablement devoir prendre des profits beaucoup plus hauts. Donc vous serez cette contrepartie-là si vous mettez des shorts ici, et vous êtes déséquilibré, parce généralement on ne met pas de short en discount. C'est pas vraiment la logique, si vous voulez. On va le reprendre sur cette trendline, sur ce chart-là. On va chercher les hauts, ici, on va chercher le bas, ici, et on va tirer tout simplement par rapport à ces deux bandes de range, parce qu'on les constate, puis juste avant c'était ici, et puis juste avant c'était encore là, et puis juste avant c'était encore là. Maintenant qu'on voit les choses, il faut les prendre en considération. C'est très important de le comprendre. Et actuellement, on est plutôt en discount, ici, par rapport à notre neutralité des 50. Donc si on doit réagir, si on doit avoir de la vente institutionnelle, ce sera très probablement aux alentours des 1,2 trillion de $. Bon, je résume, 62 500 $ à peu près. Là, on reviendra chercher la neutralité au milieu de ce range. Donc c'est pas ici qu'il faudra prendre des décisions. Donc j'achète plutôt ici et je vends plutôt ici. Et ici, c'est difficile de prendre des trades contrariens, notamment en short. Même si c'est complètement possible si vous avez vos propres configurations et confirmations, évidemment. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. On va travailler sur des flux. Des flux d'une logique de décorrélation évidente. C'est Monsieur Lucas qui l'a partagé, qui l'a chopé sur Twitter, donc c'est top, merci pour ses partages. Il nous partage très régulièrement des petites choses, donc je l'ai pris et je l'ai retweeté personnellement. Et on va aller le regarder sur Twitter, parce que je tweete pas mal en ce moment, je trouve ça assez intéressant, il y a des bonnes informations à passer. La question à se poser, c'est est-ce que, et j'ai cité la source ici, si ça vous intéresse, Chifio Christian,
Est-ce que ça va être encore une fois différent? Ça fait longtemps qu'on travaille en fait sur ces market cap par rapport aux stablecoins qui sont décorrélés directement du marché. Ce qu'on veut voir, vous avez compris, et j'ai répondu à ce commentaire. Ça veut dire qu'on veut une augmentation au niveau de la market cap de stablecoin, une augmentation au niveau de la quantité de stablecoin qui est minté, ou en tout cas qui est imprimé si vous voulez, une augmentation du cours. Ce qui voudra tout simplement dire, pas signifier, mais dire tout simplement avec certitude qu'il y a des flux massifs d'argent frais qui rentrent sur ce marché. Très important aussi de l'avoir et de le visualiser. Donc on a plein de petites figures, ici des canaux, résolution baissière, ici résolution haussière, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Ici plutôt résolution baissière sur l'USDT-D par rapport à la dominance des stablecoins de l'USD de Tether, par rapport à une possible réaction haussière vis-à-vis du BSD. Donc on va peut-être aller chercher des extrêmes, on va peut-être aller chercher des ratios de 1 pour 1 par rapport à des structures en W, 83% de chance d'aller chercher ces ratios de 1 pour 1, pour nous tenter une déviation par rapport à BTC pour aller, pourquoi pas, aller beaucoup plus haut. Donc quand on voit en fait ce type de petites choses ici, les petits traits qu'on fait, ça peut être ça peut être beaucoup plus bas, ça peut être beaucoup plus haut. Time pas déjà, pour essayer d'entrevoir un mouvement, c'est compliqué, alors imagine 3 ou 4, c'est quasiment impossible, même si on aime le faire, parce que ça permet en fait de nous visualiser et de scénariser une idée qu'on pourrait avoir du marché, ou en tout cas de cette perception de marché. Donc je suis complètement ce narratif-là, je suis complètement cette logique-là, c'est une logique quasi implacable. Maintenant, il faut attendre les signaux, tout simplement, et actuellement, on est toujours dans ces canaux. Et ces canaux peuvent durer longtemps. Je vous ai fait sourire par rapport à mon méga range de 2019, et effectivement, c'est assez intéressant de l'observer. Et c'est pour ça que le pire, ce serait d'avoir, en fait, et de constater des réintégrations. Les réintégrations, c'est toujours le pire au niveau de ces canaux et de ces biseaux. Donc on irait chercher beaucoup plus bas, si on venait potentiellement aller chercher des réintégrations. Donc ici, vous l'avez par rapport à cette déviation, manipulation, réintégration, crack Covid. C'est exactement ce qu'on pourrait éventuellement avoir, notamment aux alentours des 90 000 $. Réintégration, il faudra maintenir cette trendline qu'on a vue précédemment. Je continue avec quelques informations, notamment sur Twitter, puisque comme je l'ai fait, je l'ai sous les yeux. Abonnez-vous sur Twitter, c'est assez intéressant. Hein. Alors je ne sais pas si les informations que je partage sont intéressantes, mais des fois on fait des petites notes d'humour, etc. Notamment Trump-Harris, Springfield, ils mangeront les chiens, ils mangeront les chats, ils mangeront les animaux, les gens qui vivent là-bas. Bon, c'est en roue libre, à chaque fois j'ai une petite note un peu sympa, un petit canal, ce pays est définitivement en bull run permanent, et c'est tout à fait vrai en plus. On a travaillé ça et on travaillera beaucoup plus profondément ça avec les académiciens de tout à l'heure. Le trading devenir riche avec 1000 € en 365 jours par rapport à l'incroyable puissance des rendements basés sur les intérêts composés, la fameuse 8e merveille du monde selon Albert Einstein. Ici, par rapport à Ubisoft, on va en parler juste après. Et j'ai cherché, je vous le dis franchement, j'ai dû passer une centaine d'heures par rapport à un potentiel catalyseur vis-à-vis d'une macroéconomie en péril, en déclin, que ce soit du côté des dettes souveraines, que ce soit du côté des dettes des territoires, que ce soit des dettes d'entreprise, que ce soit au niveau des endettements des particuliers, notamment aux États-Unis, notamment en France, au niveau des taux d'incidence, etc. Bon, je le résume en fait, 100 heures de travail en RAS. S'il y a un truc, c'est probablement pas sur ce que j'ai regardé, ou en tout cas c'est ce que j'ai observé. Donc je vais me le prendre de plein fouet, ça viendra de nulle part. En tout cas, tout ce que j'ai pu dire sur cette chaîne YouTube vis-à-vis d'un potentiel cataclysme, ce sera très probablement pas ça, je vous le dis en toute franchise. Donc j'ai décidé, comme je le fais habituellement, et honnêtement, émotionnellement, ça marche très très bien, c'est je me le prends de plein fouet, je garde du cash et je le subis. Voilà, au moins c'est clair, net et précis, puisque j'ai essayé de chercher. Donc soit tout va bien, et à ce moment-là on a des pays extrêmement contrariens, et on essaie de défier notre propre conscience et notre propre réalité des événements, et à ce moment-là on est dans le faux, et c'est très boule, il faut se rendre à l'évidence. Soit à un moment donné il y a quelque chose qu'on ne voit pas, et on va se le prendre parce qu'on ne l'a pas vu, tout simplement. Donc si vous avez vu quelque chose que moi je n'ai pas vu, à ce moment-là, si vous suivez la chaîne depuis quelque temps, mettez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse, de quelque chose que je n'aurais éventuellement jamais abordé, et que pour vous pourrait être une vraisemblabilité de cataclysme financier. Alors on oublie les carry trades, on oublie les dettes d'État, on oublie les bombes nucléaires, on oublie la guerre au Proche-Orient, on oublie tout ce que vous voulez. Tout ça on oublie et on essaie de trouver Alors, on a même parlé de l'invasion extraterrestre, pour être tout à fait honnête avec vous. Peut-être vous faire sourire, mais pour le coup, rappelez-vous, il y a 1 an et demi en arrière, on avait relancé un petit peu le débat par rapport à la divulgation, notamment de dossiers secret défense par le gouvernement américain. Tout le monde est au courant depuis très très longtemps, mais comme ça a été officialisé par le ministère et par le gouvernement américain, ça a relancé un petit peu le débat, et on avait fait pas mal de petites vidéos sur ce sens-là, notamment. Donc même ça, on l'a pris en considération, donc ça peut pas malheureusement marcher. Alors est-ce que ça peut être une explosion solaire? Est-ce que ça peut être un super volcan? Est-ce que ça peut être toute autre chose? C'est pas complètement impossible, il faut vraiment que quelque chose se passe qui peut impacter, pas forcément toute l'humanité, mais une grande partie de l'humanité, notamment développée, pour avoir éventuellement un cataclysme financier ou quelque chose qui se passe actuellement sur le secteur financier. Mais encore une fois, j'ai regardé, excusez-moi pour ce monologue, mais
et pour cette longueur de pensée. Mais le secteur bancaire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et je vais être honnête avec vous, bien plus aux États-Unis, est le marché le plus réglementé au monde. Donc aujourd'hui, essayez de prédire avec des curseurs plus ou moins obsolètes qu'il y a un truc qui va se passer, notamment du côté de JP Morgan, du côté de Goldman Sachs, du côté de la Société Générale, j'ai un doute, quoi. J'ai un doute parce que ces gens-là sont ultra administrés par les gouvernements aujourd'hui. Bon, ils ont été sauvés par les gouvernements, donc qui détient la dette, détient le pouvoir. Hein, donc c'était réglé. Le choix a été fait en 2008. Hein, c'est soit il n'y avait plus de système, soit c'est les gouvernements qui le reprenaient d'une main de fer. Avec une maîtrise et une compétence, ou pas. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas du tout quelque chose qu'on juge là-dessus, pas de jugement de valeur. Mais bon, je pense pas que ça vienne du secteur bancaire, bien évidemment. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. On continue avec 3 petites choses. La première chose, c'est ça. Apple, qui a dévoilé donc son iPhone 16, nouvel AirPod, etc. Ça me fait rire, alors je sais pas si c'est le vrai ou pas. Vous allez me dire dans les commentaires si c'est le bon iPhone. Mais je suis dubitatif par rapport à ce manque d'initiative, par rapport à un renouveau visuel par rapport à ces trucs, quoi. On aurait presque pu espérer d'avoir peut-être une encoche au niveau du petit viseur là, du téléphone facial, enfin de la photo frontale, plus petite, ou j'en sais rien, derrière l'écran. Enfin, je sais pas, un clin d'œil, un machin, sans déconner, ça. Enfin, juste, je suis pas contre Apple, je suis pas pour Apple, mais je trouve ça très étonnant. Pour être tout à fait honnête avec vous, de voir un manque d'initiative et un manque d'innovation par rapport à l'hardware, hein, pas par rapport au software, hein, pas par rapport à l'hardware. Après, c'est peut-être mieux, c'est peut-être incroyable, il y a peut-être de la technologie, l'appareil photo, il a quelques millions ou gigas de plus, ou j'en sais rien, mais enfin, franchement, ça me donne pas envie de l'acheter par rapport à une différenciation, parce que en tant qu'Apple maximaliste, entre guillemets, si vous l'êtes, vous aimez bien en fait vous montrer que vous avez le dernier iPhone. Aujourd'hui, je vous montre un iPhone 12 Pro Max ou un iPhone 16, vous dire, il va falloir le regarder de près pour voir que c'est pas le dernier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que d'ailleurs, mettez-le-moi dans les commentaires aussi. Je vous demande de beaucoup écrire aujourd'hui. Mais mettez-le-moi dans les commentaires si on vous avait déjà demandé, dans une soirée, d'un repas de famille, « Ah, c'est le dernier iPhone que t'as ?» Non, non, j'ai pas changé depuis 2 ans. Franchement, ça vous fait pas quelque chose, vous? Je sais pas, moi. Je me dis... Et pire encore, hein, si vous avez le nouveau et personne vous le dit, c'est pire, je pense. Voilà. Donc c'est... mon petit coup de gueule, si vous voulez. Voilà du côté de Apple. Short Hold Term Holder, c'est quelque chose qu'on regarde très régulièrement, puisque ça peut être un catalyseur par rapport à une forme de dégradation supplémentaire vis-à-vis du marché. On sait qu'un peu plus de 90%, donc c'est peut-être 93-94%, à l'heure où je vous parle, de holder court terme, hein, short term holder, moins de 155 jours, qui sont actuellement donc en perte. Et oui. Et à break-even à 62 000 $. Bizarre par rapport à la confluence qu'on vient de voir juste précédemment. 62 000 $, discount premium. Donc partez du principe que ces holders court terme actuellement en perte devront avoir une pression vendeuse naturelle de break-even pour pouvoir sortir de leur play, hein, sortir de leur erreur, parce que sur des très courts termes, généralement, on peut penser comme des erreurs, on parle bien ici des nouvelles adresses, aux alentours des 62 000 $. Boum, confluence parfaite. Ni plus, ni moins, trendline haussière, etc. On finira sur 2 petites choses. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. L'année fiscale de la SEC se termine le 30 septembre. J'ai trouvé ça intéressant de vous en parler parce qu'on peut encore avoir une forme de vendetta vis-à-vis de Gary Gensler sur ces derniers mois en fonction de la décision des Américains par rapport au nouveau président, parce qu'il semblerait que si Trump est élu, Gary Gensler ne sera plus président de la SEC, en tout cas ne représentera plus les intérêts de la SEC, de cette institution. Et pour avoir en fait un budget conséquent, il faut le justifier auprès du gouvernement, donc auprès de la Chambre des représentants et du Congrès. Dès lors, il va peut-être activer ou multiplier les attaques de mauvaises nouvelles, si vous voulez. Pour nous, ce sera des mauvaises nouvelles. Et c'est pas complètement impossible. Et on le voit en fait de façon récurrente. Donc merci Oyak d'avoir présenté ça. Mais les attaques ou le nombre d'injonctions envoyées sur les entreprises crypto, cycliquement parlant, se fait généralement en septembre. Et là, actuellement, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, et si à fin septembre, on ne constate pas une augmentation violente au niveau de la SEC, d'une vendetta supplémentaire sur ces derniers mois avant de décider vis-à-vis du Congrès la dotation qu'ils recevront, honnêtement, c'est un super billet bullish. Parce que ça veut dire que clairement les politiques se le sont mis dans les mains, dans la poche. Je vais en parler pour ça. Oui, mais c'est la living, etc. Oui, non, mais c'était exactement pareil. Ou l'élection présidentielle. Oui, mais c'était exactement pareil en 2020. Et puis vous aviez quasiment un record, encore une fois, vis-à-vis des autres années. Donc, il faut vraiment regarder ça. S'il y en a très peu, c'est que les institutions, BlackRock, Fidelity, crac, ont muselé
par rapport à leur puissance gigantesque, j'allais dire en autre mot et c'était pas du tout cohérent, gigantesque par rapport au gouvernement directement. Qui détient le pouvoir? Probablement aussi celles et ceux qui détiennent l'argent. Alors si BlackRock détient l'argent, le gouvernement l'imprime jusqu'à preuve du contraire. Les actions mondiales ont perdu 4100 milliards de dollars de valorisation en une semaine. Qu'est-ce qu'on est en train de pricer? Je voulais également le tweeter par rapport à une dégradation assez forte vis-à-vis du taux obligataire US à 10 ans, notamment sur le marché secondaire, VS taux obligataire à 10 ans qui n'a pas encore bougé, puisque c'est le 18 septembre qu'on aura une décision de la politique monétaire, une très forte dégradation. Ça concerne quoi? Donc ça aussi, je vous en parle régulièrement et je le partage, que ce soit sur le Discord, que ce soit sur Twitter. C'est qu'en fait, les institutionnels, les insiders achètent très massivement, actuellement, sur les taux à expiration et à échéance de 5,5 ou 5,25%, massivement des obligations sur le marché secondaire, en vue d'anticiper une dégringolade au niveau des taux, tout simplement. Hein, c'est très important. Les obligations d'État qui sont émises, elles ne sont pas illimitées. C'est peut-être quelque chose qu'on pense. Mais c'est si vous n'avez plus de possibilité d'acheter massivement des obligations qui sont émises par le gouvernement, à travers la Fed très probablement, et bien à partir du principe que vous devez les acheter, notamment si vous n'êtes pas américain, plutôt sur le marché secondaire, qui est un marché flottant. Comprenez comme ça. Dès lors, il y a une très forte baisse au niveau du temps de rendement sur les actions secondaires, mais si vous arrivez à 10 ans à expiration de cette obligation, vous récupérez le coupon. Intéressant, hein, c'est un petit peu l'idée si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il y a une forte pression. Dès lors, les flux de capitaux vont plutôt sur les obligations actuellement et sur les bons du trésor, ce qu'on appelle les T-bonds, quelles que soient les périodes de maturation, plutôt que sur les marchés à risque ou plutôt sur les crypto-monnaies. Et à ce moment-là, ça permet de répondre à cette question. Et je voulais tweeter encore une fois hier. Qu'est-ce qui se passe en fait sur les S&P 500? Pourquoi on est en train encore de racoler avec des magnifiques quasiment high dans une zone de rechargement de vente court terme aux alentours des ATH, que ce soit actuellement sur les S&P 500 ou que ce soit sur le Nasdaq? On voit bien qu'il y a une forme de désintérêt total, notamment sur le marché des cryptos. On est en train de se faire flinguer au niveau de nos crypto-monnaies, plutôt altcoin. Les marchés, notamment du côté de Wall Street, sont extrêmement poussifs. Et je tweete hier encore une fois ceci par rapport à des flux vis-à-vis des infos et des outflows des institutionnels sur les marchés actions, notamment US, avec des augmentations et des records historiques par rapport à des outflows. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est extrêmement simple. C'est qu'actuellement, les retails sont en train de compenser la sortie massive de ces institutionnels. Quand je dis massif, c'est pas tout. Il n'y a pas de décrochage ou de décorrélation très forte par rapport aux infos, puisqu'il y a toujours deux courbes qui sont ascendantes. Mais historiquement, il semblerait que ici, ceux qui maintiennent actuellement le cours de ces indices boursiers, via l'apparition notamment des ETF depuis 1993, sont plutôt les retail, fonds de pension, etc. C'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai envie de dire, retail, ne capitulez pas, ne paniquez pas, ne paniquons pas. Parce que sinon, on devrait très probablement le voir, sachant que beaucoup d'institutionnels ont déjà pris profit. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce que les institutionnels ou les professionnels prennent profit que ça va forcément chuter. Il faut des catalyseurs. Mais partez du principe que si ça chute fortement et violemment, eux, ils vont pas beaucoup perdre. Ils perdront bien évidemment, mais ils vont pas beaucoup perdre par rapport à ce que pourraient perdre éventuellement des particuliers. Et c'est dans cette logique-là qu'il faut éventuellement pas paniquer. Tant que c'est RS, tant que tout va bien, il n'y a aucune raison que ça baisse, tout simplement. Je finis juste là-dessus, 23 minutes, comme ça on prend encore 2 minutes, par rapport aux top traders, par rapport, à Ubisoft. Ah, c'est super important. Parce que sur Ubisoft, j'ai vu ça, crise historique chez Ubisoft, le PDG sur le siège éjectable, ça fait quand même quelques années qu'il y est, après la cata Star Wars Outlaws. Bon, on était parti du constat que c'était une grosse licence, très probablement un jeu avec des thrillers qui étaient très intéressants, j'ai pris le temps de les regarder, à tête un peu reposée, notamment avant la sortie du jeu. Le jeu n'est pas arrivé comme il était prévu en mars, mais un petit peu plus tard, puisque donc ça arrivera sur la période fiscale de 2025. Bon, parce que Ubisoft en fait clôture son résultat annuel en mars de chaque année, donc le 30 ou 31 mars. Oui, 31 mars, avril, mai, juin, ouais, 31 mars. Ok, au 30 mars, vous me direz si je dis une bêtise, je ne veux pas compter sur mes doigts. Et on attendait tout simplement l'arrivée en grande pompe d'une vente massive qui a été malheureusement revue à la baisse. À cause de quoi? Oui, il y a toujours un pourquoi, bien évidemment, du carton de Wukong, du côté de la Chine. Premier gros jeu AAA du côté asiatique. Donc on récompense le travail asiatique, mais malheureusement ça a plombé un petit peu l'effet waouh d'une licence Star Wars, notamment du côté d'Ubisoft, et l'action se fait dégommer, littéralement. Voilà, elle s'est fait éclater. Mais ce qui est intéressant, c'est que on l'avait anticipé,
mais pas anticipé pour dire on va aller là. On l'avait anticipé dans le sens où si ça va là, il faudra agir et commencer à agir et commencer à s'y intéresser. Donc je ne dis pas que c'est une super action, je ne dis pas que c'est là qu'il faut acheter, je ne dis pas qu'il n'y a pas mieux et qu'on est sur le bottom générationnel, c'est juste une représentation que Ubisoft a déjà été à plusieurs reprises humilié. Et on achète des entreprises humiliées qui renouent avec les bénéfices. Magnifique structure d'un W dans des W sur un 818. Ici, magnifique structure avec nouveau all-time high. Puis, le crack de 2010-2011. Et puis, on voit bien que ça a plutôt bien reparti du côté d'Ubisoft. Ils ont réussi à se renouveler sur le 886 avec un magnifique W dans des W weekly ici. Et même combat, on retrouve exactement sur ces 886 de tout le précédent mouvement. Objectif de cours, de façon complètement réaliste et rationnelle, d'aller chercher les 130. Mais avant ça, il faudra tout simplement qu'on ait des convictions. Ou au pire, des certitudes. Mais ces certitudes, vous ne les aurez pas sur les 10 $. C'est compris? Et vous les aurez très probablement sur un accroissement, une augmentation au niveau des bénéfices, 1 milliard, 100 millions de bénéfices supplémentaires, etc. Comprenez-le comme ça. Donc j'espère que je vous aide en vous partageant ça. Donc je suis plutôt bullish, moi, sur Ubisoft. Ça m'intéresse, mais je serai patient pour attendre des magnifiques structures en W, dans des W, dans des W. Pas plus de choses à dire là-dessus, j'espère que je vous ai aidé. Si vous voulez qu'on en discute un peu plus longuement, je vous invite à retourner directement sur le Discord des Héros du Marché, ou de vous abonner sur Twitter, bien évidemment, et profiter de la formation, vous avez le lien en description. 20 heures de masterclass, cofinancé indirectement, voire directement par les académiciens depuis le début, le lancement de septembre 2022, pardon.